Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. Chose promise, chose faite. Et on a le plaisir comme ça d'accueillir euh, une personne très riche, une personne qui va nous entretenir sur un sujet d'une grande importance, parce que là, on parle de la relation parent-enfant, mais pas que. On parle aussi de la relation avec les éducateurs. Donc, un sujet très enrichissant ce samedi. On est très content de cette thématique. Euh, donc, comment améliorer la concentration chez les enfants? C'est le thème de notre live, de notre webinaire. Et pour en parler, on a Françoise de l'association Écoute mes histoires, donc une association qui a été créée en 2009. Elle pourra peut-être nous en dire deux, trois mots là-dessus. Euh, donc, avant de démarrer, euh, je souhaite comme ça qu'on se donne 2-3 minutes. Moi, je vais le faire, Françoise, 2-3 minutes pour partager sur les différents réseaux. Et après, on va démarrer. Euh, et juste après, quand c'est bon, je reviens et on pourra rentrer dans le vif du sujet. Ça laisse aussi le temps aux personnes de nous rejoindre sur Zoom et également sur Facebook. Bien sûr. C'est tout bon de mon côté. Bonjour Françoise, comment vous allez? Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais très bien. En plus, nous avons le soleil, alors c'est encore mieux. Super. Alors, je le disais en propos introductif, on est très content aujourd'hui de vous recevoir sur YouLearn pour parler de comment est-ce qu'on améliore la concentration chez les enfants autour des contes. Et c'est quelque chose que vous portez dans l'association Écoute mes histoires depuis, je le disais en propos introductif, bientôt 12 ans. Euh, alors, j'ai envie de dire, euh, comment est-ce qu'on arrive à améliorer la concentration chez les enfants? Comment ça se passe autour des contes? Alors, la concentration chez les enfants, puisque c'est le thème, eh bien, d'abord, il serait bon de se poser la question, pourquoi voulons-nous que notre enfant soit concentré? Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'on a réfléchi à ces questions? Avez-vous pris le temps de regarder votre enfant au moment où vous jugez qu'il est déconcentré? Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est déconcentré? Ça, ce sont des bonnes questions. Prendre le temps donc pour observer son enfant et en même temps s'observer soi-même face à ce qu'on appelle un manque de concentration. Qu'est-ce que vous avez remarqué chez votre enfant, mais aussi chez vous? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Des attentes non comblées? Qu'il soit conforme à ce que la société ou l'école décide comment il doit être? Alors je vous propose, pour commencer, d'observer la journée d'un enfant. Le lever d'ailleurs, d'abord. Il dort encore, mais on le réveille parce que, voilà, il faut se presser, il faut aller à l'école, maman ou papa n'ont pas le temps, vite, vite, vite. Et puis après, on fait la toilette, et après, c'est le biberon ou le petit déjeuner, toujours un peu dans l'urgence. Et on part de la maison, on arrive à la crèche ou chez la nounou ou à l'école. Et tout ça, eh bien, bien sûr, l'enfant, il le subit un petit peu. Et quand il arrive à l'école, eh bien, tout est programmé pour l'occuper à apprendre. Et toute la journée, l'enfant va apprendre à être sage, à écouter, à bien apprendre. Et il doit faire ceci à tel moment, il doit aller aux toilettes à tel autre moment, il doit déjeuner à telle heure. Voilà, on lui apprend à obéir à ce que l'adulte lui présente. Et parfois aussi, il faut même qu'il obéisse à ses copains et ses copines. Complètement. Et, et toute la journée, eh bien, il a été obligé de se concentrer sur ce que la vie d'aujourd'hui lui propose. Et toute la journée, l'enfant, votre enfant,
a accueilli ce que l'adulte que nous sommes pense être le mieux pour lui. Alors, pourquoi disons-nous que sa concentration est à améliorer? La concentration dans tout ça, c'est quoi? C'est un concept mental? Si il impose un point de vue sur la manière d'être qu'on exige de l'enfant? Alors que, regardez-le bien, votre enfant, il est constamment concentré dans ce qu'il fait, même quand il joue. Mais nous, adultes, nous voyons la concentration comme une discipline. Alors, plutôt que de mettre l'accent sur la concentration, on va observer l'attention, qui n'est pas à confondre avec la concentration. Être attentif, c'est mobiliser ses 5 sens pour percevoir, pour rechercher, pour trier ou traiter des informations utilisées pour soi ou sur ce qu'on est en train d'apprendre. Ça se fait spontanément. Mais être concentré, c'est réduire son champ d'attention. C'est faire une sorte de focus sur un point précis et ça ferme un petit peu sa pensée à tout ce qui peut distraire alentour. Et ça demande un effort. Alors, l'attention chez l'enfant, qu'il soit jeune ou même déjà jeune adolescent, dure 4 voire 5 minutes. Le temps d'attention est donc très court et les enfants aujourd'hui sont nés avec ces références. Et c'est comme ça que, à travers le conte, on découvre son but éducatif, car il offre un accès à la compréhension de la vie. C'est ça le but de l'éducation. François, j'ai une question par rapport à ce qui a été dit. La concentration chez un enfant, c'est 4 à 5 minutes, mais c'est quand même un temps record parce que chez les adultes, je pense que c'est beaucoup moins. On décroche très rapidement. On va y venir, mais 4 à 5 minutes, l'attention d'un enfant, comment est-ce que, parce que là, on fait la transition, ce qu'il faut dire aussi aux personnes qui nous rejoignent, c'est que vous avez mis en place toute une méthode dont vous êtes propriétaire pour justement favoriser cette attention autour des contes. Oui. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là, et j'en suis convaincu, et qui ne savent pas ce que c'est que les contes. Donc, si on peut juste préciser, voilà, donc il y a l'attention qu'il faut pouvoir cultiver chez les enfants, et les contes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un conte? Bonne question. Un conte, c'est une histoire courte qui est située dans, on ne sait pas, il y a longtemps, il s'est passé quelque chose, un jour, on ne sait pas. Il est intemporel, le conte. Il n'est pas à une période précise, même si on le situe parfois au Moyen-Âge ou à des temps de l'histoire. Le conte, c'est une histoire courte qui est faite pour, je dirais, partager une perception de ce qu'est compris à un moment donné sur ce qui se vit dans la société actuellement. Et donc les contes que j'écris, dont je suis l'auteur, ce sont des contes pour les enfants, des histoires courtes qui partent souvent de personnages, d'animaux plutôt. Voilà, j'ai beaucoup de contes avec les animaux de la mer, les animaux de la forêt, les animaux de la ferme, les grenouilles, les insectes, la cigale, enfin beaucoup de contes comme ça, et quelques contes aussi sur des personnages, des enfants. Et alors,
à travers les contes, à travers ce qui est écrit, parce que quand j'écris les contes, je les écris d'une manière assez spontanée, on peut s'apercevoir qu'il y a finalement toute une philosophie qui ressort, une philosophie de la vie, souvent centrée, la philosophie de l'entraide, la philosophie de la compréhension de quelque chose, de la découverte, et puis des apprentissages. Parce que je me suis aperçue qu'à travers le conte, quand on lit, pas lire, quand on raconte, parce qu'il y a une différence entre lire et raconter que je vous expliquerai tout à l'heure, quand on raconte une histoire, on parle avec ses mots, avec ses expressions, et puis on est là, devant l'enfant, on le regarde. Il y a quelque chose qui se fait entre l'enfant et soi. Et l'enfant, il est là. Il attend, mais l'histoire, mais qu'est-ce qui va se passer? Et il est là complètement ouvert, complètement attentif, et il n'y a plus de concentration, il n'y a que de l'attention. Et là, on parle avec ses mots. Et puis à un moment donné, bien sûr, je propose des contes avec des ateliers contes, justement pour que ce soit beaucoup plus ludique, mais là, on va s'apercevoir que l'enfant, à travers déjà le fait de parler, de raconter une histoire, eh bien déjà, il entend des mots, il entend un vocabulaire dans une langue qui est écrite, parlée correctement. Et puis, à partir de là, quand il est un peu plus grand, ça lui donne envie, lui aussi, de lire des belles histoires, parce que c'est fou, c'est chouette d'écouter des belles histoires. Et il a envie de les lire. Moi, j'ai l'expérience d'enfants dans une classe maternelle où j'ai raconté l'aventure de Voilier Bleu. La première fois, quand il est rentré chez lui, sa maman l'a dit, m'a raconté, il a dit à sa petite sœur, attends, je vais te raconter une histoire. C'est génial. Et là, il apprend à raconter lui aussi, à parler avec ses mots. Il a acquis un vocabulaire, il a acquis quelque chose dont il n'a même pas conscience. Et puis après, quand on va un peu plus loin, quand les enfants sont plus grands, qu'il y a vraiment un travail sur la lecture avec les exercices qu'on propose, les livrets d'activités et tout, après, on peut aller jusqu'à des ateliers d'écriture. Et là, on propose aux enfants d'écrire eux-mêmes, à partir de l'histoire qu'ils viennent d'écouter, d'écrire leur propre histoire, soit individuellement, soit collectivement, mais souvent on le fait collectivement. Donc, un conte, c'est une histoire qui part de la vie de l'enfant, de la vie actuelle, et qui, d'un seul coup, parle à l'enfant. L'enfant, il se reconnaît dans l'histoire qui est contée à ce moment-là. Alors, j'ai une autre question, parce qu'on parle beaucoup d'enfants et dans vos propos, vous avez dit lorsque l'enfant est plus grand. Nous, aujourd'hui, nous sommes parents, nous sommes éducateurs, nous sommes, euh, euh, comme on dit hein, ailleurs, nous sommes des parents non biologiques, mais des parents, parce qu'on voit des enfants autour de nous. Les contes, d'après ce que je comprends, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'il en est, euh, varient en fonction de l'âge. À partir de quel âge, j'ai mon gamin qui a 2 ans, à partir de quel âge on peut commencer à raconter des contes? Première question. Et la deuxième question, c'est où est-ce qu'on trouve des contes? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se met dans une démarche de trouver des contes, bref, de raconter des histoires aux enfants, on peut ne pas avoir de l'inspiration. Où est-ce qu'on va trouver les contes? Est-ce qu'on les trouve sur des sites internet? Où est-ce qu'on trouve les contes qui favorisent l'apprentissage de notre enfant? Donc, 2 questions. Alors, la première question, je l'ai oubliée. Alors, la première question, c'était de l'âge. C'était de l'âge. Hein? À quel Ah âge oui, les alors, segments?
Et la Alors, deuxième question, c'est où est-ce que nous, parents, on trouve ces contes pour pouvoir s'en approprier et raconter aux enfants pour que ces derniers soient complètement ancrés dans l'histoire. alors, l'âge des enfants, eh bien, normalement, les contes je commence à partir de 2 ans. Donc, il y a des contes pour les tout petits, jusqu'à 3 ans, qui sont spécifiques là, hein, parce que c'est pas possible de les faire en chapitre. Donc, on fait un conte, mais beaucoup plus court, concentré, mais toujours, on termine par une musique de détente, et puis, si on peut, un petit silence. Et après, il y a des contes donc, pour les enfants en maternelle, donc l'âge scolaire de 3 à 6 ans, et après, de 6 à 12 ans. Donc, là, dernièrement, cette semaine, j'ai fait un atelier conte à Paris, dans une crèche, et il y avait des tout petits et qui avaient même pas 18 mois, qui avaient 1 an. Ils étaient là, avec des un peu plus grands. Et je vous assure qu'ils ne bronchaient pas les enfants. Même si l'enfant il comprend pas tout ce que vous dites, hein, parce qu'il n'a pas encore acquis tout le vocabulaire, il reçoit ce que vous dites. Il reçoit votre sourire quand vous comptez. Il reçoit votre attention. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, vous pouvez commencer à conter des histoires à votre enfant, même quand il est bébé. Maintenant, les histoires, où les trouver? Alors, je vous dirais bien sûr qu'il y a plein de librairies maintenant, il y a plein de médiathèques et bibliothèques dans lesquelles vous pouvez trouver des histoires. Mais en ce qui nous concerne, nous, l'association, les contes écrits sont écrits de manière spécifique, c'est-à-dire vraiment adaptés à l'âge des enfants, et puis où vraiment on exclut tout ce qui peut être violence, tout ce qui peut être, parce que bon, il y en a assez de violence comme ça, on fait voir que ça. Il y a autre chose qui existe, qui est la joie d'être ensemble, qui est la joie d'apprendre et pas forcément les difficultés dans les apprentissages. Il y a aussi des choses qui sont bonnes à apprendre et que les enfants aiment apprendre. Les enfants aiment écouter des histoires. Les enfants aiment ça. Et ça, on ne leur en offre pas tellement l'opportunité. Quand un enfant rentre, le soir, eh ben, il est fatigué de sa journée pendant laquelle il s'est concentré sans arrêt. Et nous, l'adulte, quel temps on va prendre pour lui dire, écoute, là, maintenant c'est fini, c'est un moment privilégié, oh, je vais te raconter une belle histoire. Tu veux bien? S'il ne veut pas, vous ne le faites pas. Il va peut-être le vouloir un peu plus tard. N'imposez pas non plus d'horaire à l'enfant, parce que vous pouvez aussi parfois lui raconter, souvent ça se fait comme ça le soir avant de se coucher, au moment de se coucher, mais là, il est pas fatigué, il va être peut-être moins réceptif à ce que vous allez lui dire, mais c'est déjà mieux que rien. Mais vraiment, raconter l'histoire, c'est au moment où vous sentez que votre enfant, il a besoin de ça. Et puis, où les trouver les histoires? Eh bien, les histoires qui sont écrites, que j'écris, vous les trouvez sur notre site, et qui s'appelle écoute-histoire.com. On les a mis là, nos histoires. Elles sont accessibles gratuitement et avec toutes les étapes, hein, c'est-à-dire par chapitre, avec à chaque fois, à la fin de chaque chapitre, une chanson enfantine sous forme de vidéo animée. Et les vidéos sont également faites par nous, suivies après d'une activité éducative que nous avons créée également, et suivies après d'une vidéo de musique de détente, et après, on fait le silence. Et ça marche. Pendant 6 ans, j'ai fait des ateliers contes auprès de jeunes autistes sévères. Et ils étaient vraiment, vous savez, avec aucune possibilité de s'exprimer verbalement. Et la toute première fois que je l'ai fait dans un IME qui venait d'ouvrir quand nous étions à Drancy.
Et j'étais donc accompagnée des éducatrices et de la psychologue. Et j'ai commencé, c'était des ados. Et j'ai fait l'atelier conte. Et on a passé là, à ce moment-là, c'était pas sous vidéo, hein, ça fait déjà un petit moment. Donc, on a juste écouté la musique. Et à un moment donné, la musique s'étant arrêtée, je peux vous dire que les enfants, les jeunes en situation d'autisme ont fait le silence. À la grande surprise, mais je dirais même la stupéfaction des éducatrices et de la psychologue. Ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Et c'est ce qui m'a encouragée à continuer dans cette démarche d'écrire les contes sous forme de chapitres et de les proposer sous forme d'ateliers contes, de manière à ce qu'ils soient accessibles aux éducateurs, accessibles aux enseignants, accessibles aux professionnels de l'enfance, dans les crèches et aux parents. Parce que le parent, il a sa place à prendre là, dans l'éducation de son enfant. Et une place, je dirais, chouette. Super. Alors, on a une question sur Facebook, donc je vais la prendre. Ouais. Alors, c'est un ami qui dit il a une fille de 5 ans qui a du mal à se concentrer, même quand elle mange. Comment faire pour qu'elle reste concentrée? Donc là, on parle des enfants qui sont, entre guillemets, agités. Oui. Je crois que j'ai également la même situation. On a l'enfant qui veut pas, en fait, qui a euh, deux comportements. À la maison, on a tendance à être agité et à la crèche, on a tendance à suivre des règles. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait, avec des contes, susciter ou bien corriger c'est bien grand mot, mais est-ce qu'on pourrait améliorer l'attitude de l'enfant avec des contes? Alors, face à un enfant qui a des difficultés à rester en place, il faut d'abord lui permettre à son corps de s'exprimer. Il a besoin de mouvement et il n'est pas question de l'empêcher de se mouvoir. Maintenant, ce qui est important, c'est de préparer le conte, de vous dire constamment dans un lieu, je dirais, destiné à compter. C'est-à-dire, chez vous, vous pouvez faire un tout petit coin avec un petit fauteuil bas ou un tapis ou un coussin et mettre le livre ou le kamishibai et le butai ou bon. Vous le mettez dans un coin. C'est le coin, voilà, c'est que pour le compte. On fait ça avec l'enfant. On lui dit, tu vois, on va faire ça. Et tous les jours, si tu veux, eh bien, papa ou maman, on va te raconter une belle histoire. Mais là, ce sera le moment que pour ça. Alors, quand on fera l'histoire, d'accord, là, forcément, papa et maman, ils vont te demander de pas trop bouger. Ils vont te demander de t'écouter. Vous mettez l'enfant dans la situation, vous le préparez. Vous le préparez à vivre ce moment, un moment spécifique où il va être content d'entendre une histoire. Complètement. Très clair. Du coup, donc on a les contes, on a la façon de raconter, donc on a répondu à la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein. Je regarde également sur Facebook, donc je prendrai également vos questions. Donc, on a aujourd'hui, on a les contes, c'est segmenté hein, en fonction de l'âge, de l'évolution de l'enfant. On sait où trouver les contes. L'association propose également des contes un peu plus originaux, s'il faut le dire comme ça, avec des ateliers pour aider les parents à mieux appréhender la chose et pouvoir également être autonome à un moment donné. Alors, ma question, c'est plus au niveau du côté plutôt pratique de la chose, parce que moi, je suis parent. Voilà. Comment est-ce que je fais le soir pour raconter l'histoire? Lorsqu'on vous entend parler, il y a
il y a cette sensation de conte, parce que les mots sont bien posés, il y a du souffle qui est pris, et du coup, ça, voilà, on est bercé, entre guillemets. Et du coup, j'aimerais savoir c'est quoi des techniques pour raconter, parce que lorsque je parle à l'enfant, c'est pas, j'imagine que c'est pas la même tonalité que je dois utiliser lorsqu'il s'agit de compter. Alors, effectivement. Donc, compter, déjà, ça ne s'improvise pas. On sait pas, tout le monde ne sait pas compter. D'un seul coup, demander à un parent, ben voilà, voilà un livre, et puis il raconte l'histoire sans lire le livre, il va dire, attends, je ne sais pas faire ça. Donc, il y a une manière de compter, et pour ça, on a mis en place une formation qui s'appelle l'art de compter autrement. Et cette formation, elle apporte les bases indispensables pour le parent ou même l'éducateur, hein, ou le professionnel de l'enfance, les bases pour justement quoi faire, quoi, comment se mettre, comment compter, parce que ça demande effectivement de préparer à l'avance. Vous n'allez pas arriver comme ça à brûle pour point, puis dire à votre petit, attends, je te raconte une histoire. Non, vous allez forcément vous impliquer, vous aussi. Et peut-être 2 jours avant, vous allez commencer à lire l'histoire pour vous en imprégner. Parce qu'au moment de compter, vous n'allez pas lire, vous allez la raconter. Donc, il faut vous préparer, vous, à l'avance. Préparer la veille, vous préparez l'avant-veille, de manière à ce que le jour venu, eh ben, ça y est, ça va sortir. Et puis dites-vous bien que si jamais vous n'avez pas suivi toute la trame de l'histoire, attendez, votre enfant, il ne va pas s'en apercevoir. Hein. Il ne va pas vous dire, hé, papa, t'as oublié là, ici. Non, non, lui, il ne va pas, parce que vous allez parler avec vos mots. Donc, si vous lisez une histoire, parce que ça, c'est courant, quand on lit une histoire, si on raconte, si on lit l'histoire tous les soirs à l'enfant, ou même après toutes les semaines, à un moment donné, si vous sautez une page, parce que j'ai l'expérience d'une de mes sœurs qui a fait ça, qui a voulu sauter une page parce que elle disait, et là, d'un seul coup, sa petite fille lui dit, hé mamie, là, t'as oublié, là, ici, là, t'as oublié. Là, sachez que l'enfant, à partir de ce moment-là, il a enregistré toute l'histoire. Mais si vous la racontez, il ne va pas l'enregistrer de la même manière. Ce ne sera pas appris, ce sera juste accueilli. C'est autre chose. Et alors, pour apprendre, bien sûr, l'association propose des formations sur l'art de compter. On propose des formations sur une journée, mais aussi sur 3 jours, parce que sur une journée, on ne peut pas aller profondément. Sur 3 jours, on va beaucoup plus profondément sur les jeux, l'importance des jeux chez l'enfant, les émotions chez l'enfant, la philosophie dans les contes, les pédagogies, les apprentissages qui sont apportés par les contes. Tout ça, on le développe dans la formation. On fait voir combien un conte est riche culturellement pour l'enfant. Et en une journée, on ne peut pas aller si loin. Mais déjà, si je m'adresse à des professionnels qui ont déjà des acquis à ce niveau-là, une journée, c'est bon. Et puis, déjà mieux que rien, parce que là, on apprend, on s'entraîne sur les tonalités de la voix, on s'entraîne et on s'exerce. Et puis voilà, quoi. Mais c'est un peu plus court que sur 3 jours. Très clair. Ok. Moi, vous avez mentionné quelque chose qui m'interpelle, c'est l'émotion. Aujourd'hui, en fait, dans des entreprises ou dans notre société, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Donc, comprendre ses émotions et se comporter, du moins. Parce que l'émotion, en fait, c'est naturel, on en a tous, mais la différence vient sur le comportement qui suit. Donc, comprendre les émotions de l'enfant, je pense que c'est super important. Je pense que les parents prêtent généralement une attention particulière parce que quand le bébé pleure, on peut distinguer les pleurs qui sont
plutôt liées à une maladie ou des pleurs qui sont liées à j'ai simplement faim. Dans ce schéma-là, ce que j'entends, ce que vous avez dit, c'est que le parent, pour l'apprentissage ou l'éducation de son enfant, doit pouvoir se former pour raconter les contes. Est-ce que dans ce que vous proposez comme parcours, il y a également la, 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 la façon de trouver des contes qui vont plaire à l'enfant? Parce que vous en faites, est-ce qu'à un moment donné, vous dites, OK, si vous voulez faire un conte, voici les étapes pour que un conte, pour que ce soit captivant, il doit peut-être avoir un petit bruit de rivière. Il faut peut-être, vous avez décrit une méthode tout à l'heure, mais est-ce que ce genre de base est partagé lors du parcours que vous offrez? Alors, en ce qui concerne, je dirais, le conte, là, quand on va raconter l'histoire, je vois pour les professionnels de l'enfance, je parle du principe, on va partir du livre qui s'appelle L'aventure de Voilier Bleu, de cet album-là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc cet album-là, il fait découvrir les animaux de la mer. Et en même temps, quand il y a l'acquisition des outils pédagogiques, il y a en même temps les sons, les bruits du pingouin, les bruits de la baleine, les bruits, tout ça c'est inclus. C'est important. Les animaux de la mer, c'est pareil. Il y a les bruits, les sons des animaux. Bon, ça c'est une chose. Mais en même temps, l'outil pédagogique, on a voulu qu'il soit complet, c'est-à-dire on forme et on l'a mis en place. Vous voyez, cet album-là, il existe sous forme de kamishibai. C'est un butaï, je vais vous faire voir tout à l'heure un petit peu ce que c'est. C'est un chevalet dans lequel les images ont été faites en grand format, qui permet comme ça à l'enfant de bien voir, d'être beaucoup plus captivé par l'image. Et à partir de ce moment-là, voilà, on compte l'histoire par rapport à l'image qui est présentée. D'accord. Et OK. puis, oui, et D'accord. puis il y a la musique, il y a les chansons qui suivent, enfin bref, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Super. Alors, ça veut dire que de ce que je comprends, il faut avoir quand même un support pour compter. Il faut un support parce que l'enfant regarde l'image et du coup, on compte, on tourne son support, on Oui. balaye son support. Je donne un peu quelques exclusivités des ateliers. Hein. Je suis en train de prendre des éléments pour vous. Là. Donc, il y a un support qu'il faut avoir et avec le support, on balaye, on raconte, on compte, Voilà. on compte. Et l'enfant, en fait, voilà, se sent tout à fait immergé dans l'aventure et ça permet voilà, d'avoir de l'attention. Alors, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose parce qu'on parle chez les enfants, mais est-ce qu'on a aujourd'hui les plus-values quand on devient adulte? Est-ce qu'il y a une différence entre les enfants qui ont été bercés avec des contes ou bien qui ont appris, hein, du moins, bercés ou qui ont été encadrés avec des comptes et ceux qui finalement n'ont pas eu cette chance pour X ou Y raison. Est-ce qu'il y a un impact chez les adultes? Juste pour qu'on comprenne. Oui, il y a une plus-value. La plus-value, c'est que souvent, les enfants qui ont eu la possibilité d'écouter des contes, d'abord, ont un apprentissage à la lecture beaucoup plus rapide et à l'écriture également. Et il n'y a pas cette frayeur des mots de la langue, il n'y a pas cette peur de faire d'écrire. Et souvent, les personnes qui ont eu la chance d'écouter des contes au niveau culturel, euh, ils ont découvert beaucoup plus les livres. Euh, c'est surtout à ce niveau-là, déjà, par rapport à la culture. Et puis surtout, indirectement, ils ont reçu la philosophie que transmet le conte.
Et cette philosophie-là, qui peut être la philosophie de la bienveillance, de l'entraide, du courage, elle est là. Elle est là. Ok. Complètement. En fait, ça permet aussi de poser un certain nombre de bases, donc plutôt du savoir-être. Donc, en racontant l'histoire, l'enfant se sent complètement, du moins comprend un certain nombre de choses qui peuvent être importantes pour se distinguer dans la société et avoir un comportement plutôt, pas, je dirais, un comportement qui épouse les valeurs de la société, mais également les siennes. Donc, Ouais, c'est ouais. très intéressant. On me demande là dans le chat comment est-ce qu'on fait pour accéder à la formation. Donc, les informations vous seront envoyées par email. Normalement, si l'atelier est disponible, ce sera également publié sur YouLearn. Comme ça, vous pourrez réserver depuis YouLearn pour pouvoir accéder. Mais on y reviendra. Alors, il nous reste à peu près 20, il nous reste 23 minutes exactement. 23. On a le temps. C'est mieux, ouais. Alors, du coup, on va passer à une autre phase. C'est le côté plutôt hospitalier, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les contes sont également utilisés en milieu hospitalier pour des patients. Voilà. Est-ce que vous pouvez, comme ça, nous présenter cet aspect? Parce qu'aujourd'hui, même quand on est adulte et qu'on est malade, si ça se trouve, les contes permettent en fait de sortir à un moment donné de l'angoisse, parce que quand on est malade, on est généralement un peu angoissé. Est-ce que vous pourriez nous partager votre retour d'expérience en milieu hospitalier? Oui, alors en milieu hospitalier, effectivement, les contes, on a fait tout un travail pour les mettre, les inclure dans une tablette numérique. Donc, il y en a 5 de nos contes, toujours avec par chapitre, toujours avec des activités et une musique de détente. Et donc, c'est fait forcément plus pour des enfants. L'objectif, c'est, comme vous dites, quand l'enfant vit un moment d'angoisse, eh bien, voilà, il prend une tablette et il écoute, il regarde, il écoute un conte. Bien sûr, les contes sont écrits, mais sont aussi en audio, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des enfants qui ne savaient pas forcément lire. Donc, on les a tous mis également en audio. Et on les a, si vous voulez, ce sont des tablettes qu'on offre dans les hôpitaux, dans les services pédiatrie pour enfants. Ils sont offerts par notre association. L'objectif étant que, indirectement, l'enfant, quand il va lire le conte, quand il va l'écouter, eh bien, lui aussi, il va accéder à la culture de la langue française, à la culture du patrimoine français, le conte, et que ça, c'est chouette, et que déjà, oui. Donc là, c'est un projet qui a démarré, qui va démarrer et qui va se continuer. L'objectif, c'est voilà, de permettre à beaucoup d'hôpitaux d'avoir cet outil pédagogique gratuitement pour les enfants malades, hospitalisés. Super. Alors, on a parlé d'outils pédagogiques pour des enfants hospitalisés aujourd'hui en France, mais dans nos échanges, on souhaitait également que votre savoir-faire, votre expérience soit partagée sur le continent africain pour, de ce côté-là, avoir aussi un impact pour que les gens puissent s'approprier de l'histoire, donc aider les gens à monter en compétence monter en compétence, vous partagez plutôt l'expérience, comment ça se passe ailleurs, et avec cette richesse de partage, arriver à construire quelque chose de génial. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra le faire. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent sur le continent africain, et c'est l'occasion ici de dire qu'il est possible, en fait, de faire des choses ensemble. Alors, il y a une question dans le chat. Alors, c'est…
une étude. Je préfère ne pas donner les noms puisque la vidéo reste et du coup, pour des raisons de confidentialité, je ne donne pas les noms, donc je prends juste les questions. Alors, c'est une étudiante en formation au diplôme d'État éducateur de jeunes enfants. Alors, elle dit, des personnes m'ont dit que quand on raconte une histoire, il faut la lire comme elle était écrite hein, pour mettre en avant l'état d'esprit de l'auteur. Du coup, faut-il raconter l'histoire en lisant le texte comme il est écrit ou faut-il raconter avec ses propres mots? Si on la raconte avec ses propres mots, est-ce que l'état d'esprit de l'auteur est toujours présent? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Françoise, aujourd'hui, si on prend vos contes, est-ce qu'on doit les lire ou les raconter? On les raconte. On les raconte. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de lire, c'est du mot à mot, c'est pas vous. Vous allez lire que si vous vous êtes imprégné du contenu du conte, vous n'allez pas comme a peur cette personne, vous n'allez pas avoir peur de ne plus être dans l'état d'esprit de l'auteur. En ce qui me concerne, en tous les cas, mon objectif, c'est pas que le conte soit lu mot à mot. Au contraire, c'est que à partir de ce que le conteur a compris, il va exprimer dans son langage sa sensibilité, ses émotions. Voilà, c'est pas du tout de l'impersonnel. C'est quelque chose. Non, quand on raconte une histoire, il y a une différence entre lire une histoire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et raconter une histoire. Et moi, je suis dans le raconter une histoire. Lire une histoire, c'est facile, vous prenez un livre, tu ne bouges pas et je te lis une histoire, pendant ce temps-là, tu es tranquille. C'est pas ça du tout. Raconter une histoire, c'est prendre un moment privilégié avec votre enfant et pendant ce moment, c'est ensemble que vous allez vivre des émotions. Parce que vous aussi, quand je raconte, hein, je les vis les émotions. Je suis surprise parfois. Complètement. Complètement. Ok, je pense que les réponses ont été apportées, donc il faut plutôt raconter l'histoire plutôt que de la lire, donc il faut s'en approprier et trouver ses propres mots pour pouvoir partager l'histoire. Et ça ne dénature en rien, du moins ce qui vous concerne, ça ne dénature en rien l'état d'esprit de l'auteur. Donc, réponse plutôt claire. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Du coup, on avait d'autres sujets sur le matériel utilisé pour compter. Parce qu'il faut dire, hein, on a vu, à un moment donné, on a vu il fallait avoir un support pour pouvoir compter. En termes d'outils, parce que vous avez développé votre méthode, hein, c'est votre méthode que vous avez développée, qui connaît des succès, qui connaît de la réussite, dont on voit véritablement des résultats. Et c'est pour ça, en fait, qu'on tenait et qu'on est très content de vous avoir parce que partage de l'expérience, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ça n'a véritablement pas de prix. Et du coup, j'aimerais là, si vous pouvez présenter, en fait, les outils que vous utilisez dans vos ateliers pour que les personnes qui s'y sont intéressées voilà, découvrent ce qui va comme ça leur être présenté durant les ateliers. Alors, déjà, je vous avais présenté tout à l'heure l'album L'aventure de Voilier Bleu. Cet album, il a forcément un DVD avec 10 chansons de musique, 10 chansons enfantines qui ont été composées pour cet album, qui ont été enregistrées par un chœur d'enfants et un orchestre d'enfants. Et son cahier d'activités éducatives qui se rapporte à chaque chapitre. D'accord. Il y a ce deuxième album-là. Moi, c'est un album parce que j'ai écrit aussi pour des enfants aveugles. Donc, c'est un album qui est écrit aussi bien en imprimerie noire que braille.
pour permettre à l'enfant aveugle, lui aussi, d'avoir des beaux albums illustrés, malgré qu'il ne les voit pas, mais ses petits copains et ses petites copines, ils le voient. Et lui, il peut dire aussi, bah, hein, moi aussi, j'ai un bel album. Et lui également, il y a un CD de chansons et de musique de détente. Maintenant, après, pour les professionnels, on a mis en place donc des outils pédagogiques que je vais vous partager sur l'écran, qui sont donc le Kamishibai et le coffret culturel. Et alors, je vais essayer de partager tout de suite l'écran. Voilà, partager. Vous êtes en train de partager votre écran. Je ne le voyais pas, je crois. Hein. Là, on voit votre écran, là. Vous le voyez, vous? Oui, on le voit. Parce que moi, je ne le vois pas. Alors, on le voit, on le voit. En fait, il faut que vous alliez… Là, vous êtes en train de scroller vers le bas. On le voit à Alors, l'écran. On le voit à l'écran. oui, mais moi, j'ai besoin de le voir pour vous expliquer. Ouais, Bon, là, vous êtes sur votre ça y document. est. Vous me voyez? Vous le Oui, voyez? oui, là, D'accord. Alors là, voilà, ça, ce que je vous propose, qu'on voit là ici, c'est un butail, le chevalet. Alors, là, je vous explique le but. Comme je vous disais, donc le butail, c'est un chevalet en bois qui sert de support pour un style de narration qui est originaire du Japon. Et donc les planches, ça s'appelle le kamishibai. Donc, bien sûr, notre modèle, il a les dimensions traditionnelles du théâtre de papier japonais. Et nous, on utilise ce modèle-là parce que c'est du format A3. Et à partir de nos illustrations, on fait les planches. Les planches. Et derrière les planches, bien sûr, on met le texte parce qu'on se dit que il ne s'agirait pas de permettre aux professionnels, à l'éducateur, d'avoir une panique. Donc, il a toujours quand même le texte qui est écrit. Donc, par exemple, pour le conte L'aventure de Voilier Bleu, il y a 9 planches. Chaque planche a son texte derrière, avec les explications à un moment donné quand il faut mettre la musique, enfin les chansons, quelle est l'activité qui est proposée, le numéro de l'affiche, et à la suite de ça, la musique de détente. Voilà, tout ça, c'est pour vous rassurer super. que qu'il y a toujours quand même le support écrit qui existe. Et puis, on a mis en place également un quai culturel. Ce quai culturel, c'est pour les plus grands, pour les enfants à partir de 6 ans. Et il comprend 6 contes, toujours avec cette même démarche, 6 contes, chacun ayant 10 chapitres et chacun ayant 10 chansons enfantines, 10 musiques de détente et 10 activités éducatives. Et donc, ça, c'est pour les plus grands. Alors là, je vous ai mis 2 modèles de nos livrets d'activités éducatives. Là, vous avez, pour les plus petits, José la cigale. Là, ça se passe en Provence. Et puis, José, ben, elle découvre ses amis, les coccinelles, les abeilles, le criquet. Et puis, elle découvre les fleurs, la Provence. Voilà, c'est une découverte. Et pour Grigou et Groggy, les 2 petites grenouilles, eh bien, c'est l'histoire de 2 petites grenouilles qui leur arrive plein d'aventures. Hein. Elles s'ennuient en France, elles décident d'aller en Espagne à vol de hérons et il leur arrive plein de petites mésaventures. C'est assez rigolo. Et donc, voilà, très rapidement, nos outils pédagogiques qui viennent en complément de notre formation, mais voilà, même sans la formation, vous pouvez les acquérir, ces outils, sur notre site d'Écoute mes histoires. OK, très bien. Donc, ça veut dire que vous avez ces outils disponibles sur le site
Oui, Écoute mes histoires, sans formation, vous pouvez les acquérir. oui, N'hésitez pas à faire un tour sur le site pour vous en procurer. Et si vous êtes perdu, entre guillemets, voilà, je pense que Françoise est disponible pour vous accompagner, vous parents. On le disait chez YouLearn il y a encore quelques jours, le futur se prépare maintenant et je pense qu'en tant que parents et éducateurs, on doit tout faire pour que ça se passe bien pour notre enfant. Et quand on dit tout faire pour que ça se passe bien pour notre enfant, l'idée c'est voilà, de premièrement travailler l'attention de l'enfant parce que l'attention ça développe l'écoute et quand on sait combien l'écoute est importante dans notre société, d'un point de vue professionnel, écouter, c'est un art, ça s'apprend, et beaucoup n'y arrivent pas et passent à côté de beaucoup de choses. Donc, compter, ça permet à l'enfant d'écouter, de prendre le temps de digérer, de prendre le temps de ressentir les émotions, et derrière, avec une bonne dose d'éducation, on a le comportement qui va bien. Alors, oui. Et ça développe aussi son imaginaire, hein. tout à fait. Alors, du coup, on est arrivé presque au terme de notre émission. Euh, alors, il y avait une musique de détente, mais avant la musique de détente, euh, quelles est comme ça les recommandations pour compter? Quelles sont les heures pour compter? Si on veut compter, nous, parfois on travaille très tard. Est-ce qu'on peut, comme ça, nous parents, hein, pas l'enfant, est-ce qu'on peut comme ça se définir des moments pour compter? Et quelles sont vos recommandations sur des moments pour compter? Vous savez, j'ai pas tellement de recommandations. Je pense que l'important, c'est de vous sentir en état de raconter ou pas. Si vous rentrez du travail, que vous êtes énervé parce qu'il y a eu des embouteillages, prenez le temps de vous apaiser déjà. Prenez le temps de vous calmer, d'accueillir votre enfant, de lui sourire et puis de lui dire, oh, bah, écoute, papa, là, ce soir, il est un petit peu fatigué. Si tu veux, on va faire le compte tout à l'heure ou quand est-ce que tu veux. Voyez, de vous mettre toujours euh, euh, d'accord avec votre enfant. C'est pas vous qui imposez une heure, un moment, un endroit, dont l'endroit il est important parce que c'est vraiment l'endroit pour le compte, mais c'est lui voir avec lui. Et si ce soir-là, eh bien, vous n'êtes vraiment pas, ou même ça peut se faire dans l'après-midi, hein, des parents qui sont disponibles les après-midi peuvent déterminer avec leur enfant un moment pour compter. Si vous ne vous sentez pas en état de compter, eh bien, ne faites pas, attendez de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus, je dirais, réceptif à ce que vous allez proposer à votre enfant. Ça, c'est important. Super. Alors, j'ai une autre question, peut-être qui va fâcher certains. Que pensez-vous des parents qui laissent les enfants devant les écrans pour des comptes? Parce qu'il y a des comptes sur Ouais, Internet. ouais. Et il y a des parents qui voilà, laissent les enfants devant les écrans. Je demande un avis, hein. Chacun est libre de prendre la direction ou bien de donner l'éducation. Voilà, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de votre expérience, de votre parcours? Laisser les enfants, du moins, mettre des comptes et laisser les enfants voilà, devant l'écran pendant des heures à suivre ces comptes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je dirais que de toute façon, c'est la société moderne, hein. Ça existe, il y a des outils numériques qui sont là. Mettre l'enfant devant l'écran, ça va certainement lui apprendre à écouter, euh, à regarder des images qui se défilent très 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 vite, là pour la circonstance, puisque c'est filmé, c'est sous forme de vidéo. Euh, c'est un peu différent que d'écouter. Ça n'empêche que on peut peut-être faire les deux et c'est complètement différent. On peut pas à l'heure actuelle, bon, c'est aussi un problème. Les parents sont aussi un petit peu décontenancés par rapport à l'éducation maintenant telle qu'elle est proposée. Ils ne sont pas
soutenus, ils ne sont pas accompagnés. Donc notre association, c'est ce elle envisage de faire maintenant. C'est vraiment d'accompagner les parents qui se sentent un petit peu démobilisés face à l'éducation de leur enfant. Et on peut même faire ça à distance et on peut les aider à travers le compte à reprendre leur place de parents, leur place de parents heureux d'être parents. Ça, c'est important. Super. Bah, merci beaucoup. Je vous laisse la place pour la musique des détentes et Oui. on sortira avec cette musique, si vous voulez bien. Ah, j'en profite juste pour vous dire que n'hésitez pas, c'est important de proposer notre site, hein, où les gens puissent nous retrouver sur le site, hein, pour les formations. Et Complètement. maintenant, on va terminer avec la détente. Merci beaucoup pour ces moments. C'était un réel plaisir. Alors, je rappelle, hein, le site Écoute mes histoires est accessible. Vous pouvez contacter Écoute mes histoires en passant par le site. Donc, vous avez des informations affichées là à l'écran. Vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez également nous contacter. C'est avec grand plaisir qu'on vous mettra en relation avec Françoise et globalement l'association Écoute mes histoires. On a été très content de vous avoir, Françoise, cet après-midi. On a été également très content de vous avoir sur Zoom et également sur Facebook. Je vois que vous êtes très nombreux. Un mot de la fin, Françoise? Eh bien, le mot de la fin, ce serait que au moins ce temps qu'on a passé ensemble vous est réconcilié un peu avec votre, je dirais, ce que vous êtes. Vous êtes un conteur, nous sommes tous des conteurs parce que tous les jours nous racontons des histoires. Tous les jours quand on rentre du travail ou quand on rentre d'une promenade, eh bien, on raconte notre vie. Et là, on n'a pas peur. Alors pourquoi on a peur de raconter une histoire à nos enfants? Vraiment. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a peur de raconter une histoire à nos enfants? On raconte des histoires tous les jours. On va sortir avec ces mots. Je vous souhaite passer à tous un très bon week-end et on vous dit à très bientôt pour, je l'espère, un atelier avec Écoute mes histoires, animé par Françoise. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.